de deux institutions. La première est une institution humaine, il s'agit du président de la République du Zimbabwe, M. Robert Gabriel Mugabe, et nous parlons également d'une autre institution, l'Union africaine, et le lien entre les deux, c'est que à la fin du mois de janvier, le président Robert Mugabe a pris la présidence tournante de l'Union africaine, et c'est donc lui, pour toute cette année 2015, qui représentera l'institution panafricaine auprès de ses interlocuteurs. Pour discuter avec moi de ce sujet, voilà, plusieurs interlocuteurs ici sur le plateau. Avant de continuer, Valérie. Avant de continuer à parler, Robert Mugabe, il a fait des crimes contre l'humanité. Ils ont coupé des gens au Rwanda. Robert Mugabe, c'est lui et l'armée française, certains agents français, qui ont envoyé des missiles sur l'avion d'Abiyarimana pour qu'il y ait un génocide au Rwanda. Les machettes qui ont permis aux Rwandais Hutus de couper des Rwandais Tutsis, hein, ces machettes-là, hein, les machettes plutôt que les Rwandais Tutsis ont coupé des Rwandais Hutus, ces machettes-là venaient de la France, des machettes neuves. Donc c'est pour vous dire, le génocide a été tracé pour avoir la même mise sur les minéraux du Congo RDC. Le génocide rwandais était un génocide tracé pour avoir la même mise sur le Congo RDC. Non, je vous dis, on a affaire à des grands criminels. Les sionistes, c'est eux qui dirigent ce monde. Les Rockefeller, c'est eux qui ont l'économie mondiale dans leurs mains. Et ceux qui ont l'économie mondiale, ce sont les sionistes. Et ils font hyperement mal à l'être humain. Ils s'attaquent plus qu'à l'homme noir, ils s'attaquent même à des blancs. Parce que regardez en France, regardez en Espagne, Italie, l'Angleterre. Regardez le chômage. Hein. Regardez le chômage. L'Angleterre qui veut sortir de la communauté européenne. Soi-disant, ils veulent préserver leur travail. Regardez, comment l'Angleterre a une grande histoire avec la France. Mais ils oublient l'histoire qu'ils ont eue avec la France. Hein? Maintenant, chacun veut protéger son territoire. Hein? Et ils appellent les Européens, ils vont les appeler demain des immigrants. Des migrants. Est-ce que c'est normal? La communauté européenne, soi-disant, mais la communauté de la foutaise. Communauté de la foutaise. Vous voyez, toujours les sionistes. Et la vérité doit être dite. Il faut que l'être humain, l'homme noir, doit se réveiller. Il faut qu'il se réveille. Et Robert Mugabe, un grand assassin, maintenant on le nomme président de l'Union africaine. Et l'Union africaine, mais c'est l'union de la mafia. L'union de la mafia des minéraux. L'union de la mafia des valises d'argent. Regardez le jeune vice-président. Hein, Guinée équatoriale, Obiang, Théodore, on l'a attrapé avec des centaines de milliards dans des valises. Et pendant ce temps, dans le pays là-bas, il y a pas mal de pauvres. Il y a des gens qui n'ont même pas de médicaments pour se faire soigner. Il y a des gens qui décèdent. Il y a manque des hôpitaux, manque des écoles, imaginez. Et lui, il prend tout l'argent, il va. Il va pour fêter avec des femmes. Et là, ils ont bloqué cet argent-là. Vous voyez? Vous voyez? On va continuer à suivre. Victorin de Africasie, bonjour. Bonjour. Avec moi également M. Jean-Charles Kovi-Gomez, bonjour. Bonjour. Avec moi Antoine Glaser, bonjour. Bonjour. Avec moi enfin Karim Yahyaoui, bonjour. Bonjour. Et pour commencer, intéressons-nous à la personne même du président Robert Mugabe. Certains le considèrent comme le libérateur à la fois de son pays, le Zimbabwe, qui a été la Rhodésie du Sud dans le passé, et d'autres ont une autre perception de l'homme politique. Allons-y rapidement avec Sédik Abba dans ce premier magnéto pour découvrir la personnalité de Robert Mugabe. On peut effacer aujourd'hui
l'image de Mugabe, grand guerrier rose, qui a conduit son pays à la victoire, les armes à la main, contre le colonisateur britannique. C'est pas simplement, Mugabe n'avait pas été un idéologue qui a conçu la guerre de libération. Il a participé lui-même de façon active, y compris sur le terrain, au combat contre le colonisateur britannique, ce qui a permis de libérer son pays, la Rhodésie, du joug colonial britannique. Et ça lui a construit une aura qui aujourd'hui est écornée, mais qui n'est jamais effacée. En plus de cette guerre de libération, Mugabe a été quand même partisan d'une autre guerre, c'est celle de la libération de l'Afrique du Sud. Au moment où l'Afrique du Sud raciste, qui avait pour idéologie l'apartheid, menait des raids contre les pays de la ligne de front, Mugabe avait accepté qu'il ait des camps d'entraînement de l'ANC sur son territoire. Et cela lui a coûté à son pays beaucoup. C'est pour cette raison que d'ailleurs l'Occident en était surpris lorsque Mugabe est arrivé au stade où les funérailles de Mandela avaient lieu. Il a été chaleureusement applaudi. Et beaucoup en Occident ne comprenaient pas pourquoi le Mugabe que eux ils perçoivent comme un paria, est chaleureusement accueilli en Afrique du Sud. C'est parce que les Sud-Africains n'ont pas oublié, au moment où les autres qui critiquent Mugabe étaient de connivence avec le régime de l'apartheid, Mugabe, lui, a fourni armes, a fourni camps d'entraînement à l'Afrique du Sud. Donc il y a toute cette image, il y a tout ce combat qui font qu'aujourd'hui, en Afrique, quel que soit ce que Mugabe fera, sa perception sera différente de celle de l'Occident. Et à titre personnel, moi, je retiens de Mugabe, même s'il a pu commettre quelques erreurs par la suite, je retiens de Mugabe comme le libérateur de son pays, celui qui a conduit son pays à la victoire, et celui qui a fait le choix d'accompagner l'ANC à la libération de l'Afrique du Sud. Ça, de mon point de vue, c'est important. Robert Mugabe, libérateur à la fois de la Rhodésie du Sud, puis libérateur de l'Afrique du Sud, de l'apartheid. Valérie Taurin, je ne sais pas si c'est la même analyse que vous partagez avec Sédik Kaba. Écoutez, oui, je suis globalement d'accord avec Sédik, parce que je trouve qu'effectivement, on oublie un peu beaucoup en ce moment tout ce qu'a pu faire Robert Mugabe dans le passé, et notamment, oui, cette prise de position. Alors, il a été en prison un grand moment. Et une partie de la guerre de libération s'est faite pendant qu'il était en prison, et lui, il a agi depuis le Mozambique. Mais il n'empêche que si c'est pas tout à fait un freedom fighter comme d'autres ont pu l'être, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour l'indépendance et pour la libération effectivement de son pays. Il y a une deuxième chose, c'est que sur le plan humain, moi j'ai toujours considéré que c'était quand même quelqu'un d'assez bien. Parce que, bon, le régime de Ian Smith, une fois que tout a été terminé, Ian Smith est resté à Harare. Il a eu une maison, il a eu le régime des chefs d'État en retraite, on va dire, alors que c'était le chef du régime raciste qui avait opprimé le même Mugabe. Par exemple, en le maintenant en prison, alors que Mugabe avait perdu son fils, voulait aller aux obsèques, il n'a pas voulu, il n'a rien voulu savoir, Mugabe est resté en prison. Donc, ce Ian Smith-là, qui était l'objet de toutes les haines, eh bien, il a quand même achevé sa vie dans Harare avec la protection due à un ancien chef d'État. Donc, je pense que sur le plan humain, ça n'est pas le monstre que se plaisent à présenter pas mal de médias occidentaux. Je trouve que ça, c'est très important. Antoine Gazer, monstre ou libérateur finalement? J'étais d'accord au départ, finalement, autant avec Sédik Kaba qu'avec Valérie. En même temps, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a, bien évidemment, Robert Mugabe, le freedom fighter et le symbole d'une Afrique qui n'a pas connu, malheureusement, depuis Nkrumah, énormément de grands leaders panafricains. Et c'est vrai que quelque part, on voit bien comment, on va en reparler après des chefs d'État de l'Union africaine, ils sont contents d'avoir l'un des leurs qui s'oppose à l'Occident, qui est toujours sur une ligne anti-impérialiste, anti-colonialiste. Et c'est vrai, je suis d'accord, pendant 10 ans, il était quand même été en prison, je veux dire de 64 à 74, où au moment du décès de son fils, il n'a pas pu sortir, donc il a vraiment souffert dans sa chair, donc là-dessus, il faut être d'accord. Par contre, il y a le symbole, et puis il y a l'autocrate. Il y a l'autocrate qui, quand même, en 2008, il a vraisemblablement volé la présidence à Morgan Tsvangirai, qui était le type du mouvement pour la démocratie, le changement,
c'est vrai aussi qu'il y a toute cette période où il a eu raison à un moment donné de virer les 4000 fermiers blancs qui détenaient les 70% de terres arabes. Donc il y a toute une période historique où effectivement au niveau du symbole, au niveau de ce qu'il a fait de son pays, mais en même temps c'est un pur autocrate. Il y a eu quand même eu avant même du temps de Nkomo sur une base vraiment ethnique, parce que lui et Shona et par rapport des Bélés, c'est vrai il y a eu une période, il y a comme eu 10 000 morts, 20 000 morts, donc c'est quand même un type... lui-même a dû s'exiler. Absolument, donc c'est un type extrêmement violent, c'est vraiment typique de l'autocrate africain. Ceci dit, voilà, je veux dire, c'est vrai que dans une période historique maintenant où il faut quand même pas oublier que toute cette Afrique anglophone s'est libérée les armes à la main, contrairement à l'Afrique francophone qui finalement a accepté pendant très longtemps d'avoir les Français qui ont continué à diriger leur pays. C'est vrai qu'on ne peut pas reprocher ça, mais à part ça, depuis un certain temps, c'est un pur autocrate. Valérie ? Ouais, enfin, pur autocrate, oui et non. Parce que c'est vrai que, bon, d'accord sur Tsvangirai, d'accord sur le fait qu'il y ait eu 10 ou 20 000 morts, oui, dans la lutte d'Mbélé contre Shona, mais il y a aussi cette dimension, comment dire, si on compare avec d'autres pays, ce qui s'est passé au Nigeria par exemple, là il y a eu des autocrates, des régimes militaires qui ont écrasé opposition intellectuelle, etc., etc. Donc ça, Mugabe, il n'a jamais fait. Les Shenjerairov, etc., qui écrivent, qui sont partis en exil en disant « je m'en vais en exil ». Oui, enfin, personne n'a été jamais menacé véritablement physiquement d'une façon, comment dire, c'était pas le paradis sur terre. C'est pas le paradis sur terre. On ne peut pas comparer le Nigeria et le Zimbabwe aussi. Jamais au service d'un intérêt particulier, toujours au service de l'intérêt du pays. Alors, pas tendre. L'intérêt du pays, son propre intérêt de se maintenir au pouvoir. Jean-Charles Kouvi-Gomez, quel est votre regard là-dessus? Parce que c'est vrai que quand on parle de la décolonisation en Afrique, on a plusieurs modes. On a les pays lusophones qui ont eu leur phase de décolonisation bien particulière, les pays de la ligne de front, les pays francophones. Quel est le regard que vous jetez, vous, sur la manière dont le Zimbabwe a pu obtenir son indépendance et surtout sur l'action du président Robert Mugabe là-dessus? Je pense qu'il y a toujours un décalage étonnant quant à la perception qu'on a des hommes d'État africains, selon qu'on soit en Europe ou en Afrique. Ce décalage s'explique en partie, selon moi, par le fait que De Gaulle, qui était perçu comme un terroriste par les nazis, a été accueilli ici comme un libérateur. Hein? Si on va plus loin dans l'histoire, Napoléon n'était pas un libérateur pour les Espagnols. Il était encore moins pour les Anglais. Par contre, pour les Français, il demeure un symbole historique. Je crois qu'il y a quelque part une certaine relativité dans la perception des choses. Robert Mugabe est né en 1924. C'est l'époque où une compagnie britannique gérait encore la Rhodésie du Sud. Hein? Et ce n'est qu'après qu'il y a eu le protectorat des Anglais. Cela veut dire que c'est une génération qui a vécu dans sa chair la spoliation des biens du peuple du Zimbabwe. Qu'il s'agisse du peuple Shona, qui a laissé les merveilles, les ruines du grand Zimbabwe, ou du peuple Ndebele, ou de tous les autres peuples. Vous savez, les Anglais qui ont imposé une certaine politique qu'on appelle l'indirect rule, la politique de l'administration indirecte, ont laissé les Africains gérer leurs affaires dans une certaine mesure, ce qui est des questions liées aux coutumes. En revanche, il y a une brutalité énorme qui a commencé avec Cecil Rhodes. Cecil Rhodes qui a signé un traité avec un roi et qui a capturé ce roi. Et s'est imposé par la force et la violence. Donc il y a eu un traumatisme qui en a résulté. Et donc pour beaucoup d'Africains, et j'en suis, Robert Mugabe est d'abord un homme qui a participé à la lutte de libération nationale de son peuple. Hein, c'était donc un patriote, un combattant
de la liberté. Hein? C'est un combattant de la liberté. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir à partir de quel moment Robert Mugabe devient, dans l'imaginaire des peuples occidentaux, le potentat dont M. Glaser a parlé. À partir de quel moment précisément? Autocrate. Hein. Autocrate. Certains disent potentat. Autocrate, c'est un sens politique. Très bien. Mais c'est parce que Robert Mugabe a signé des accords avec la Grande-Bretagne, qu'on appelle les pourparlers de Lancaster House. Et vous savez qu'il a fait des compromis pendant ces accords. D'un côté, il y avait Joshua Nkomo lui-même, qui représentait la ligne des combattants. De l'autre, l'abbé Muzorewa et les autres qui, eux, étaient de connivence avec les Anglais. Et il y avait aussi les Anglais, proprement dit, qui en fait étaient jugés partis. Donc, un des points de focalisation des 10 accords concernait justement la question de la répartition des terres. Hein, M. Glaser a très bien souligné que 70% des blancs des terres arables et cultivables étaient détenues par 4000 personnes. Dans un pays, on n'a jamais vu cela. Donc, M. Mugabe a pris acte du fait que la Grande-Bretagne était prête à accompagner une réforme agraire. Il se trouve que la Grande-Bretagne n'a jamais tenu parole. Que non seulement la Grande-Bretagne n'a pas tenu parole, mais qu'elle a tout fait pour, sur le plan militaire, appuyer les fermiers blancs, alors qu'on était déjà dans un régime dit souverain. Toutes ces considérations ont amené au déclenchement d'un conflit, plus ou moins latent au départ, entre la Grande-Bretagne et le Zimbabwe, et puis le rôle joué par Robert Mugabe dans la libération de l'Afrique du Sud et des pays de la ligne de front. Il ne faut pas oublier les liens qu'il avait avec l'ancien fondateur du Frélimo, hein, et donc Édouard de Mondlane, etc. Et puis, donc je pense que tout cela, il faut rétablir la paix et montrer que le combat que Robert Mugabe a mené est un combat qui a été mené contre les mêmes Occidentaux qui ne peuvent pas avoir sur ce plan un point de vue totalement objectif. Je pense que c'est en relativisant les choses, en voyant qu'il y avait des rapports de force en termes de géostratégie, on peut arriver à ce Karim Yayaoui rappelait quand même que au Zimbabwe également, il y a eu une politique d'apartheid qui a été pratiquée. Le cas de Mugabe, M. Mugabe est très intéressant parce que cette personne est énigmatique. Dans le sens où il a vu la transition africaine, c'est-à-dire c'était un soldat, un valeureux combattant, qui a permis à son pays d'avoir quand même l'indépendance, qui a été quelqu'un d'instruit quand les Britanniques sont partis, qui a été quand même dans de grandes universités, qui a été instituteur, donc qui a un parcours atypique, qui a fini donc aujourd'hui président depuis plus de 34 ans. Et aujourd'hui, comme disait mon voisin, qu'on soit en Afrique ou en Europe, il y a une perception totalement différente. En Afrique, pour les anciens, il est vu comme un libérateur, un héros. Pour les Européens ou les Américains, il est vu comme un paria, quelqu'un qui ne respecte pas la démocratie. Donc l'enjeu est intéressant. Et c'est quelqu'un de très intelligent. Pourquoi? Parce qu'il a compris les codes de la communication et il a su jouer avec beaucoup de choses. Notamment se dire, aujourd'hui les Européens ne m'acceptent pas, les Américains ne m'acceptent pas, je m'exile et vais faire mon shopping à Hong Kong. Donc il a compris que les véritables partenaires dans l'avenir pour l'Afrique et notamment pour son pays, c'est les Chinois. Donc il a très bien compris les subtilités des négociations internationales. C'est un vieux briscard, si je peux employer cette expression. Et aujourd'hui, il y a un véritable dilemme qui est le suivant. L'Afrique l'a choisi pendant 1 an à la présidence de l'Union africaine. Donc ça pose un vrai problème pour l'Europe et les Américains. Comment faire pour négocier avec l'Afrique, continent qui a une croissance dans certains pays à 8%, mais le Zimbabwe connaît une inflation assez importante aussi. Comment faire pour négocier avec lui, sachant qu'il n'a pas le droit de venir sur nos territoires? Cela a été réglé. Mais donc, vous voyez, c'est un véritable dilemme parce que les vieux crocodiles, les présidents, les véritables pionniers qui sont là depuis un certain nombre d'années, pour ne pas les citer, maintenant se disent, voilà, on lui fait confiance, c'est quelqu'un qui est là depuis un certain nombre d'années, il a une certaine légitimité pour pouvoir parler en notre nom. Donc, et lui aujourd'hui se dit, moi je suis là depuis un certain nombre d'années, il y a une inflation assez importante, les gens me critiquent, mais quand même je me suis battu pour la liberté de mon peuple, qui est aujourd'hui souverain. Et j'ai même lu il y a quelques jours qu'il voulait changer la constitution pour donner quand même le droit à être président jusqu'à 99 ans. Donc ça lui laisse encore quelques belles années devant lui. Donc on peut dire
dictateur, certains diront dictateur, d'autres diront libérateur. C'est quelqu'un qui est très complexe et qui constitue une personne avec, comme un diamant avec plusieurs facettes, je pense. Comment se fait-il, Valérie Touraine, que pour une personne qui n'était pas au premier rang au moment où l'indépendance était obtenue, parce que c'est Ian Smith au début, puis il y a eu d'autres premiers ministres avant lui, qui étaient en avant dans la lutte, et il a pu se frayer un chemin dans ce paysage politique et s'imposer comme le premier président du Zimbabwe? C'est un intellectuel. Comme vient de dire monsieur, il a fait ses études à Londres, il a une licence d'économie. Quand il s'est retrouvé Premier ministre, c'était un technicien. Donc, quand il s'agissait d'ouvrir le marché, parce que c'est vrai que le Zimbabwe, c'était une économie agricole, mais il y avait de l'industrie. Quand on se promène à Harare, c'est une grande ville, hein, avec l'électricité, des trottoirs, des voitures, enfin, je veux dire, c'est une ville moderne. On a des villes sahéliennes qui ne sont pas à ce niveau-là, hein, c'est une grande ville moderne. Et le Zimbabwe était en partie industrialisé. Et donc, Robert Mugabe, Premier ministre, c'était un technicien. Il était là pour rentrer en compagnie du FMI dans cette libéralisation des marchés, et puis pour gérer les affaires au mieux des intérêts de ce pays qui s'apprêtait à être un pays indépendant. Il y a eu, effectivement, c'est pas devenu indépendant tout de suite avec cette indirect rule, etc. Mais lui, ben voilà, il était le Premier ministre aux affaires. Et malheureusement, les recettes, c'était les bonnes vieilles recettes du grand-père FMI, qui ont coûté si cher et qui ont eu... Je vais lire d'abord ce que la collègue écrit. Depuis que je suis arrivé sur le sol français, j'ai subi l'injustice. Je suis là depuis le 13 novembre 1979. Je demande mon retour à mon île natale avec mon dû, car l'État français me doit. Vive la vérité, et doivent remettre tes dus, et les dus en même temps de ta mère. Oui, parce que ta mère a rendu aussi service à cette France. La vérité doit être dite. Maintenant, il y a un truc que la France doit se souvenir, très important. Le Congo-Brazzaville, là où la France donne la possibilité aux dictateurs, Sassou Nguesso 8%, de massacrer les populations. La France doit se souvenir que le Congo-Brazzaville fut la capitale libre de la France pendant l'occupation allemande en France.